sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. L'actualité stratégique et militaire marquée cette semaine par les 35 ans d'un accord de paix historique, celui entre Israël et l'Égypte. On en parlera avec l'ancien chef du Mossad, Dani Yatom. Et puis on explorera un nouveau système de communication sur le champ de bataille. Mais tout de suite, vous en avez désormais l'habitude, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Nous commençons cette semaine à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues pour marquer le 10e anniversaire de l'élimination par Israël du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine. Ce rassemblement a eu lieu 2 jours après que Tsahal a trouvé un tunnel terroriste près de la bande de Gaza, construit par le Hamas et destiné à kidnapper des soldats israéliens. Le leader du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, a harangué la foule et a menacé Israël de payer le prix de ce qu'il qualifie d'agression. Et puis en Corée du Nord, l'armée nord-coréenne a testé 2 missiles balistiques, le dernier d'une série de tests de missiles de courte portée au cours des dernières semaines. Un lancement qui a lieu au moment où le président sud-coréen et le premier ministre japonais rencontraient à La Haye le président américain Barack Obama au sommet du G7, un sommet international axé justement sur le contrôle des armes nucléaires. Et le Brésil enfin, qui devrait déployer l'armée dans des bidonvilles près de l'aéroport international de Rio. Objectif, préparer les forces de police à l'arrivée de centaines de milliers de touristes pour la Coupe du Monde de football en juin prochain. Le ministre de la Justice, Eduardo Cardoso, a annoncé que d'autres soldats devraient être déployés, sans donner le nombre de policiers sur le terrain ni la date du début de l'opération. C'était le 26 mars 1979. Après 30 années de lutte et de tension, l'Égypte et Israël signent un traité de paix à la Maison-Blanche. L'Égypte devient alors le premier pays arabe à reconnaître Israël. Alors 35 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? On va poser la question dans un instant à notre invité, juste après cette plongée dans l'histoire. Le monde a retenu son souffle lorsqu'ils se sont serrés la main. Personne ne pensait que cette alliance durerait. Il y a 35 ans, à Washington, l'Égypte et Israël ont marqué l'histoire en signant un traité de paix. Une première entre une nation arabe et l'État hébreu. Ces papiers vont être signés par le président Sadat et le Premier ministre Begin. Nous prions Dieu ensemble pour que ces rêves se réalisent. Israël et l'Égypte étaient ennemis jurés depuis plus de 30 ans. Ces deux pays, parmi les plus puissants du Moyen-Orient, s'étaient engagés dans un conflit permanent après la déclaration d'indépendance d'Israël en 1947. Point culminant de ce conflit, la guerre de Kippour en 1973. Des milliers de personnes sont mortes. Après une terrible guerre, les deux camps ont décidé d'entamer le processus de paix au Moyen-Orient. Les négociations ont démarré en 1975, mais n'ont pris leur envol qu'en 1977, alors que Begin accède au poste de Premier ministre. En novembre de la même année, le président égyptien Sadat se rend à Jérusalem, visite historique qui démontre son engagement à la signature d'un accord avec Israël. Que la paix soit pour nous tous en terre arabe, en Israël et partout dans le monde. Le 26 mars 1979, Israël et l'Égypte signent le traité et établissent des relations diplomatiques. Israël accepte de se retirer du Sinaï, mais maintient la bande de Gaza, avec l'engagement d'atteindre un accord futur vers une autonomie palestinienne. Ce traité est vu comme une trahison dans plusieurs pays arabes, mais aussi en Israël. Sadat est assassiné 2 ans plus tard par un extrémiste islamique opposé à l'accord de paix au cours d'une parade militaire au Caire. 35 ans après, la paix perdure entre Israël et l'Égypte, bien qu'il s'agisse pour certains d'une paix froide. L'assassinat de Sadat n'a pas entaché les liens entre les deux pays. La montée au pouvoir des frères musulmans en 2011 a semé la crainte en Israël. Mais malgré les obstacles, les paroles de Begin, plus jamais de guerre, plus jamais d'effusion de sang, inspirent encore des millions d'Égyptiens et d'Israéliens. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'ancien directeur du Mossad, Dani Yatom. Bonsoir. Alors vous qui êtes issu du monde des services secrets, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis où l'Égypte, ennemi juré d'hier, devient l'ami d'aujourd'hui? Pour les services de renseignement en tout cas. Tout d'abord, c'était une très bonne situation. J'ai participé à 2 reprises dans des guerres sur le front égyptien. J'étais alors officier dans une unité d'élite en 1967. Et puis pour la 2e fois pendant la guerre de Kippour, j'ai dirigé une unité de chars. Nous avons essuyé beaucoup de pertes, eux également.
Et lorsque le traité a été signé entre nous et l'Égypte, il y avait une grande joie. Nous avons compris la profonde signification de la paix. Et qu'est-ce que ça a changé pour les services de renseignement en particulier ? De manière générale, tout changement de frontières en conséquence d'une guerre ou d'un traité de paix de laquelle on se retire, la nouvelle frontière, il faut faire face à de nouvelles menaces et il faut opérer afin d'assurer la récolte des bons renseignements. Notamment dans cette fameuse région du Sinaï, cette péninsule dont s'est retiré Tsahal au moment de la signature du traité de paix, qui est aujourd'hui un sanctuaire pour les terroristes. Il faut cette coopération entre l'Égypte et Israël. Je suis très heureux de constater qu'il y a une coopération entre les deux pays grâce à la paix. Cela fait 35 ans que cela dure et aujourd'hui il y a une coopération qui est réelle entre les services secrets et les institutions sécuritaires des deux pays. Une très bonne coopération et aujourd'hui les Égyptiens agissent plus que par le passé pour tenter de lutter contre le terrorisme dans la péninsule du Sinaï. Alors vous parlez de cette excellente coopération entre les services de renseignement israéliens et égyptiens. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils aient résisté à ces hauts et ces bas dans les relations entre l'Égypte et Israël ? Eh bien, cela montre que les Égyptiens comprennent que ce que nous avons compris depuis longtemps. Aussi, il faut dire, l'ont compris depuis longtemps, que ce traité de paix est bon pour l'Égypte, au moins comme il l'est pour Israël. Les Égyptiens ont énormément de problèmes et ils ont besoin de cette paix et de cette situation de non-guerre pour traiter de leurs problèmes économiques, leurs problèmes de sécurité intérieure, des problèmes très graves, des problèmes de logement, des problèmes d'emploi. Alors on l'a vu, l'Égypte qui a connu de véritables bouleversements au cours de ces dernières années. On a vu des changements de régime. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario catastrophe où un jour l'Égypte et Israël redeviennent à nouveau ennemis ? Il est très difficile de l'imaginer, car ce traité de paix tient bon depuis 35 ans et comme je l'ai dit, ce traité est, à mon avis, plus important pour les Égyptiens que ce qu'il n'est pour nous, au moins tout autant. Les Égyptiens feront tout, je crois, pour ne pas affecter ce traité de paix. Lorsque le président Morsi a accédé au pouvoir, alors effectivement il y avait une réelle menace sur ce traité. Il était perçu comme un ennemi du traité. Mais à partir du moment où l'armée égyptienne est revenue au pouvoir, je crois que le maréchal Al-Sisi, en tout cas de ce que la réalité peut nous montrer actuellement, ce traité sera préservé. Merci beaucoup Dani Yatom pour cette interview. Merci. Et alors que l'opération Sangaris se prolonge au Mali, on suit cette semaine des soldats français qui s'apprêtent à rejoindre les troupes déjà présentes sur place. Avant le grand saut, ces militaires suivent un dernier entraînement intensif, 3 jours sur le terrain pour les mettre en condition avant leur déploiement sur le théâtre d'opération. Reportage. Mission, s'emparer de Colmar Sud. 3 jours sur le terrain pour le régiment de marche du Tchad. But, valider les acquis dans le domaine de l'infanterie et la capacité à évoluer dans un cadre interarmes. Un exercice en vue du prochain départ en opération. Nous sommes actuellement en phase de mise en condition avant projection au Mali, où nous armerons le groupement tactique désert 5 à partir de fin mai, début juin. La 2e compagnie d'infanterie du régiment de marche du Tchad est actuellement en cours d'exercice dans le cadre de cette préparation collective et elle réalise un exercice avec ses appuis interarmes sur le quartier Dio, ici à Meyonnaï. En mesure de couvrir la reconnaissance de la tour de contrôle par 10. Entraînement intensif pour les hommes de la 2e compagnie,
L'intérêt de l'exercice est principalement de capitaliser tout le travail qu'on a pu faire sur les 2 mois précédents, principalement décembre et janvier. Reconnaissance, contrôle de zone, combat en zone urbaine sont au programme de cette phase de préparation collective. Phase indispensable précédant la validation avant projection du détachement qui se déroulera au Santac en mai. Mieux communiquer pour être plus efficace sur le terrain, c'est l'objectif du programme numérique de l'armée israélienne, un système mis au point en 2005, juste après le désengagement de la bande de Gaza. Il permet, vous allez voir, une meilleure coopération entre les différentes unités de Tsahal. Mathias Sinbar et Liran Musli. Le programme digital de l'armée israélienne a déjà fait ses preuves. Sur le terrain, comme dans la chaîne de commandement, on le surnomme d'ailleurs le système des systèmes. C'est une vraie révolution. Vous ne voyez aucun système comme celui-ci dans le monde. Ce système permet un meilleur contrôle des opérations. Où vous vous situez, où sont vos forces, où sont vos alliés. Cela aide la marine tout comme l'armée de l'air. Vous pouvez mieux communiquer avec les différentes unités qui vous entourent. Et puis dans le même temps, vous voyez également l'ennemi. Ce système vous aide donc à vous situer, à opérer et à planifier les décisions opérationnelles. Ce programme facilite les capacités opérationnelles des forces au sol, depuis la prise de décision par les commandants jusqu'à son application par les soldats. La technologie est complexe et plutôt unique pour ses utilisateurs. Nous faisons en sorte que ce dernier puisse simplement allumer son ordinateur et commencer à travailler. Ce programme est divisé en 2 tâches bien distinctes. Assurer la sécurité aux frontières d'Israël et permettre le bon déroulement des manœuvres et exercices militaires. Ce système a commencé à être opérationnel en 2005, juste après le désengagement de la bande de Gaza. Il sert toutes les unités terrestres régulières, de réserve, de blindés, aux frontières comme dans les centres de commandement. Ce qui permet ainsi un meilleur contrôle des opérations des unités au sol et surtout une meilleure communication. On l'appelle dans le jargon militaire le système des systèmes. Son point fort, c'est qu'il s'adapte à l'unité à laquelle il est affecté. Que ce soit dans un mini-blindé ou dans un tank en opération, dans l'unité d'infanterie où vous pouvez disposer de mini-ordinateurs toujours en liaison avec le bureau de commandement, qui est lui lié à toutes les forces au sol. Pendant la Seconde Guerre du Liban, l'opinion publique s'était insurgée du manque de communication dans la chaîne de commandement. Nous ne pouvons pas créer un dilemme où le commandement de l'unité doit s'asseoir pour comprendre le système. Nous avons diffusé l'information jusqu'à atteindre le centre de commandement au sol. Et on continue de parler de ce programme avec le PDG d'Infosite, le colonel de réserve Shmuel Lichesko. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans ce reportage, ce programme numérique de l'armée nécessite de gérer une grande quantité d'informations. Est-ce que le soldat peut gérer en même temps ces informations et combattre à la fois ? À mon avis, le soldat ne peut pas gérer ses informations et combattre simultanément. Le rôle du soldat, c'est de combattre et de survivre et de continuer à vivre. Il ne se trouve pas dans une situation où il peut surfer sur Internet ni gérer toutes sortes d'informations. C'est pour la raison pour laquelle le soldat doit obtenir l'information qui va l'aider à mieux combattre au moment donné. Et non pas traiter d'une information qui sera pertinente pour 20 ou 30 minutes plus tard. Ah oui, alors ces problèmes que vous soulevez, on les a également soulevés à l'occasion de la deuxième guerre du Liban. De nombreuses critiques ont été formulées quant à l'indisponibilité des officiers. On leur reprochait d'avoir les yeux rivés sur leur écran au lieu de gérer leurs troupes. Est-ce que 8 ans plus tard, on a tiré les leçons ? Je crois que oui. Les officiers des écrans plasmans, c'est peut-être une affirmation un petit peu sévère pour les officiers, car les officiers de Tsahal sont avant tout complètement dédiés à leurs soldats, et les officiers ne sont pas toujours face à leurs écrans plasma. Mais il est évident que la nouvelle dimension de la guerre aujourd'hui
Sur le champ de bataille, il y a évidemment de l'informatique et on ne peut pas faire sans. Et il vaut mieux qu'il y ait cette nouvelle dimension. La question, c'est de savoir combien d'informations numériques nous insérons au sein du champ de bataille. Si l'on donne ça aux soldats, peut-être que ça va l'induire en erreur. Peut-être que si c'est pour l'officier, alors ça va peut-être l'aider. Toute l'intelligence, c'est de trouver le bon équilibre, qui obtient quoi et à quel moment, et est-ce que c'est pertinent pour le même moment. Merci beaucoup pour ces explications, Shmuel Leshesco. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète défense. Soyez au rendez-vous. En attendant, l'information continue sur i24. Restez avec nous.